Bonjour, et si l'éducation devenait une histoire d'extase éducative? Imaginez un monde où l'innovation éducative cesserait d'être une nébuleuse ou de faire peur pour devenir une source d'enrichissement tout au long de la vie. Fini les injonctions, les frustrations ou les impuissances. Ici, on met en voie des expériences qui permettent une vision de l'éducation à 360 degrés. Ce qui nous questionne, nous interpelle et nous enthousiasme. Bienvenue dans Extase éducative, le podcast pour soutenir les transitions et le changement en s'extasiant. Aujourd'hui, dans Extase éducative, je vous propose d'aborder un dilemme autour du décrochage scolaire. Une étude de l'organisation Vers le haut qui s'intitule « Je ne décroche pas, je me construis » révèle que de nombreux jeunes décrocheurs ne sont pas en échec scolaire, mais plutôt en décalage avec un système qui ne répond pas à leurs attentes. Ces jeunes, ils regrettent la part insuffisante du faire dans leur parcours et plébiscitent un apprentissage et des expériences concrètes, ainsi que la prise de responsabilité. L'étude souligne également l'urgence de mieux répondre aux besoins psychiques des jeunes et appelle à renforcer pour cela les partenariats entre l'école et les initiatives locales, mais aussi à créer du lien dans l'ensemble du tissu économique et associatif pour prévenir justement les ruptures de parcours. Ces ruptures souvent vécues comme la continuité d'une expérience scolaire négative. Face à ce dilemme de l'inclusion des enfants en difficulté dans un grand groupe scolaire versus leur placement dans un institut spécialisé, versus aussi le risque de décrochage scolaire, eh bien, il existe des dispositifs au sein même des établissements scolaires pour proposer des solutions. En intégrant les élèves en difficulté dans le cadre scolaire général, ce dispositif favorise leur inclusion sociale et académique tout en leur offrant un soutien personnalisé. Les élèves bénéficient d'un travail sur les compétences psychosociales, bénéficient de l'accompagnement de tout un panel de professionnels et peuvent être temporairement retirés de la classe pour des sessions individuelles avec les professionnels ou en petits groupes, justement dans le cadre de cet espace bulle d'air. Alors cette approche hybride permet de répondre aux besoins spécifiques des élèves tout en les maintenant dans un environnement scolaire inclusif, réduisant ainsi le risque de décrochage scolaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Vassilia Viel. Bonjour Vassilia. Bonjour. Ravie de cette discussion à venir. Donc, tu travailles dans un collège autour d'un dispositif qui s'appelle Bulle d'air, un premier acronyme R. Donc, c'est un dispositif qui lutte contre le décrochage scolaire. Oui. Donc, avant d'en parler plus précisément, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors je suis éducatrice scolaire, je travaille au collège depuis 2 ans et voilà sur ce projet de Bulle d'air, donc je coordonne une équipe thérapeutique pour aider les enfants à ne pas rentrer dans le décrochage scolaire. J'ai 43 ans et j'ai beaucoup travaillé dans le médico-social auparavant. Merci. Donc rentrons lentement mais sûrement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à aller sur ce poste d'éducatrice qui lutte contre le décrochage scolaire? Parce que en fait, je suis dans le milieu scolaire depuis pas mal d'années. C'est donc un milieu que je connais bien et que j'ai beaucoup travaillé dans le spécialisé avec des jeunes en grande difficulté dans leur scolarité. Donc c'est déjà une problématique qui me parle. Le poste est un poste qui est très riche, où il y a pas mal de choses et on bouge aussi parce qu'il y a des choses qui se font hors les murs. Et je trouve ça très intéressant et très pertinent de travailler hors les murs. Voilà, donc ce projet, en fait, ce poste me parlait par rapport à mes convictions. Tu parles d'enfants en grande difficulté et puis là, on va parler de décrochage scolaire. C'est quoi les constats que tu fais, toi, justement, sur ces publics ? Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont en tout cas en souffrance dans le milieu scolaire.
C'est un constat que je fais. Après, bon, il y en a toujours eu des jeunes en souffrance dans le milieu scolaire, mais j'ai l'impression que plus les années passent et plus on est confronté à des jeunes, en tout cas pour lesquels la scolarité n'est plus adaptée à leur parcours, à leurs besoins et à leurs difficultés, à leurs problématiques, à leur handicap. Même s'il y a beaucoup de choses qui se font et qu'on avance, je pense que l'organisation de l'éducation nationale ne fait pas les choses à l'endroit pour pallier au dysfonctionnement et pour aider ces jeunes. Voilà. Alors, quand tu parles de dysfonctionnement, tu peux nous donner des exemples? C'est des dysfonctionnements scolaires? Des dysfonctionnements sociaux, c'est sûr. Institutionnels. En fait, déjà, première chose qui me paraît complètement illogique et irrationnelle, c'est de mettre des enfants en difficulté sur des grands groupes de 30 jeunes parce qu'ils sont noyés et que du coup, les adultes, même malgré leur très grande bonne volonté, ne pourront pas les accompagner efficacement. Donc déjà, ça, c'est un truc qui est, je pense, qui est très difficile à vivre pour les jeunes. Et après, y a pas mal de choses. Je pense des journées beaucoup trop longues sur du scolaire. On demande à des jeunes qui sont en grande difficulté à tenir en place. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées à leurs problématiques. Alors, on a la chance, effectivement, au collège d'avoir ce dispositif bulle d'air qui, justement, permet de pallier aux difficultés de ces élèves. Alors, bulle d'air, tu peux nous expliquer ce que c'est, comment ça a été créé, ce dispositif? C'est un dispositif qui a été pensé pour laisser un espace aux jeunes pour pouvoir respirer, d'où la bulle d'air. Et du coup, c'est un projet qui est financé par les fonds sociaux européens. Il y a une psychologue et une sophrologue qui travaillent au sein de la bulle d'air sur le collège, donc sur les temps de classe, où il y a des prises en charge en individuel avec les thérapeutes. Et il y a une éducatrice spécialisée qui fait de l'équicie. Et donc là, c'est des jeunes qui partent sur la ferme pédagogique faire les séances d'équicie. Donc travailler hors les murs. Et c'est 3 jeunes qui partent le mercredi après-midi et le vendredi après-midi sur des séances d'1h30. Et ça, c'est des sessions de 5 semaines. En fait, il y a 18 jeunes qui peuvent bénéficier de l'équicie sur la bulle d'air par année scolaire. Suivi thérapeutique, équicie, AIR? Oui, ça veut dire... comme l'air. Alors, bulle d'air, ça veut dire accompagnement individualisé, remobilisation, donc effectivement qui est cofinancé par le FSE. Et ça vise donc à prévenir les risques de décrochage scolaire. Oui. Donc tu nous as dit qu'il y avait des thérapeutes de l'équicie, puisqu'effectivement, dans ce dispositif, en fait, il y a plusieurs sous-dispositifs. Oui. Donc il y a la bulle d'air en elle-même, qui est un espace physique dédié où les thérapeutes peuvent recevoir les élèves. Il y a aussi les classes à pédagogie adaptée au sein du collège. Ça, c'est le projet Arche. Voilà. Et il y a ensuite le projet Arche. Je veux bien que tu nous en dises. En fait, le projet Arche regroupe la bulle d'air, les classes à pédagogie adaptée et l'internat éducatif. Tout ça, c'est dans le projet Arche. Donc, dans la bulle d'air, il y a les thérapeutes qui interviennent sur le collège, il y a l'équicie, et depuis cette année, il y a les mercredis matins du raccrochage. Et ça, c'est un projet qui a été monté avec l'éducatrice qui s'occupe de l'équicie. Donc c'est au même endroit que l'équicie, mais le travail n'est pas du tout le même. Et en fait, c'est une matinée où en fait on permet à des jeunes qui sont en phobie scolaire ou déjà en décrochage avéré, avec des grosses difficultés, beaucoup de sanctions, beaucoup d'exclusions de cours, voire de grosses difficultés à venir sur le collège. Le but est de les faire revenir sur le collège à minima le mercredi matin, mais de travailler hors les murs et de remettre du contexte et de remettre du sens dans les apprentissages via le travail qu'on va faire à la ferme. Voilà, avec des découvertes de nouveaux métiers, avec par exemple on va fabriquer un enclos à tortues, on va utiliser le théorème de Pythagore pour pouvoir construire cet enclos, et du coup ça permet aux jeunes de comprendre que tout ce qu'on va voir en classe, ça a potentiellement toute sa place dans la vie du quotidien. Donc là c'est des tout petits groupes? C'est 4 ou 5 jeunes. Ouais. Donc l'idée c'est de faire classe?
Alors, hors la classe? Ouais, c'est pas vraiment, on fait pas vraiment classe. Il y a des apprentissages dans le faire. En fait, on va s'occuper du soin des animaux. En fait, on va s'occuper de nettoyer la bergerie, de donner à manger aux moutons. On va sortir, on va pouvoir réparer des clôtures. On va essayer de voir aussi comment on transforme les légumes et les fruits avec le potager et les vergers. Voilà, il y a plein de choses. Mais autour de toutes ces activités, le but est de remettre du sens dans les apprentissages. Par exemple, on va faire une recette de cuisine. Il va y avoir des conversions à faire, litres, millilitres, centilitres. Et ça va être de remettre dans le contexte, en fait. Ça, on l'a vu en classe. Ça, vous l'avez vu en classe. Et là, vous allez pouvoir vous servir de cette connaissance. Et c'est quelque chose de concret en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de remettre du sens dans leurs apprentissages, dans le concret, et de voir qu'en fait c'est des choses en classe dont ils vont pouvoir se servir après dans leur vie professionnelle, dans leur quotidien. En tout cas, on le voit bien que c'est un dispositif de remobilisation, en tout cas, avec des prises en charge complètement adaptées à chaque problématique des élèves reçus. Oui. Donc ça peut être une estime de soi qui est dégradée, ça peut être des difficultés scolaires, du retard scolaire, on l'a dit, des problèmes sociaux, du handicap, des histoires personnelles écorchées aussi. Oui, aussi. Des jeunes aussi qui ont un profond mal-être parfois. Ouais. Et en quoi ce dispositif les remobilise justement de ton analyse, toi? Mon analyse à moi, je pense déjà que c'est très important que les jeunes arrivent à venir au collège en sachant qu'il y a des adultes en qui ils ont confiance, qui vont pouvoir être là juste pour les écouter, comprendre leurs problématiques et se sentir soutenus. Mais il y a le jeune au collège, mais je pense que ce qui est très très important, c'est de prendre en compte aussi la systémie familiale. Et cette année, sur la Bulder, au sein de la Bulder, ça a été vraiment un axe de travail. C'est vraiment d'essayer de remettre les parents aussi dans la boucle en tant qu'acteurs. On essaye de beaucoup contacter, d'être beaucoup en lien avec la famille, parce que nous pensons que de toute façon, un travail auprès du jeune, c'est évidemment primordial, mais que si les parents sont partenaires, ce travail sera d'autant plus efficace. Et ça demande beaucoup de mobilisation. Oui, on voit bien que la coéducation là, prend tout son sens. Dans l'objectif de redonner confiance aux jeunes. À ces élèves, à ces jeunes. Ouais. Donc c'est à la fois les remobiliser, leur redonner confiance. Oui. Tu as parlé de la découverte des métiers, donc aussi se projeter dans l'avenir. Et oui, parce que le collège, je pense que c'est quand même une période extrêmement délicate de la vie dans le parcours. Le collège est une période très difficile avec beaucoup de changements physiques, l'adolescence, hormonaux, beaucoup de questionnements, beaucoup de qui je suis, Donc c'est déjà une période qui est cristallisée souvent comme étant difficile. Et quand il y a en plus d'autres problématiques qui se greffent par-dessus, ça peut être très 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 violent et parfois éprouvant et parfois ça peut amener des grosses difficultés sociales. Tu as des exemples marquants d'élèves qui se sont révélés, qui ont développé leur confiance peut-être même en eux-mêmes? Cette année, on a reçu un 6e avec beaucoup de souffrance et des problématiques de violence assez fortes. On l'a intégré sur la Bulder suite à un conseil de collège et on a décidé de l'intégrer sur les mercredis matins du raccrochage en plus d'un suivi assez global au niveau de la Bulder et on voit des résultats énormes sur le changement de son comportement. Je pense qu'il y a eu des mises... des révélateurs qui ont fait qu'il a pu commencer à réfléchir aussi sur son comportement et ce qu'il renvoyait aux autres. On a mis le doigt sur des problématiques sur lesquelles, en tout cas, ce jeune a vraiment envie d'avancer, de ne pas faire comme avant. Et puis, je pense qu'il a confiance en certaines personnes dans le collège qui sont devenues des personnes un peu ressources sur lesquelles il peut se retourner quand il est en grande difficulté. Et je pense que ça change tout pour un jeune. Ouais, j'ai l'impression à travers ce que tu dis que ça lui permet en tout cas à lui, et peut-être à d'autres, et de porter aussi un regard différent sur le collège au sens large du terme. Tout à fait. Et est-ce que si tu le sais, est-ce que ça se répercute sur son parcours scolaire? Alors sur son parcours scolaire, oui, sur l'attitude qu'il a en classe, et pour avoir vu la maman, je sais qu'il y a des répercussions aussi sur la maison. Ouais. Donc il y a du mieux aussi à la maison. Oui.
Et après, c'est une boucle vertueuse. Et après, c'est une boucle vertueuse parce que du coup, quand les parents sont là et incitent le jeune et posent des questions et que le jeune commence à parler et que du coup, bah oui, c'est vertueux après. Parce que les parents ont confiance dans le collège qui accompagne leur enfant dans leurs problématiques. Le jeune prend confiance dans des adultes qui sont au collège et du coup il ne vient plus au collège que pour, entre guillemets, s'embêter en classe et du coup il voit un petit peu plus large, donc il voit aussi que dans le milieu de semaine il y a le mercredi matin où il va pouvoir prendre une grande bouffée d'air et ça le remobilise pour la fin de semaine et du coup il y a beaucoup moins de sanctions sur la fin de semaine. J'imagine que l'estime de soi se beaucoup travaillée aussi, oui. À travers ne serait-ce que d'être confronté à des difficultés et de voir qu'avec un petit peu de persévérance et de l'étayage de l'adulte, on va y arriver. Et ça fait vachement de bien, quoi. Je me demandais comment ils étaient perçus, ces élèves qui intègrent ce dispositif, par les autres élèves, par les enseignants. Est-ce qu'il y a une forme de stigmatisation? Est-ce qu'au contraire, c'est perçu comme, par les autres aussi comme une aide et un soutien? Et peut-être une bulle d'air pour eux-mêmes en classe? C'est ça. Ouais. En fait, je crois que les jeunes parlent beaucoup de la bulle d'air comme quelque chose qui leur fait du bien. Du coup, j'ai énormément de jeunes qui viennent me voir en me disant c'est quand que je peux m'inscrire, par exemple. Donc, explication que les choses ne se passent pas comme ça et que c'est un dispositif qui est là sur la prévention du décrochage scolaire. Donc, il faut rentrer dans un certain cadre avec des critères. Mais voilà, je pense que c'est... Par les enseignants, c'est quelque chose qui existe dans le collège depuis pas mal d'années. Du coup, les prises en charge sur les temps de classe sont, entre guillemets, très banalisées et c'est OK pour tout le monde. En fait, quand un jeune sort de classe pour aller en prise en charge thérapeutique, voilà, je pense que c'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement et de l'organisation. Les jeunes, vu que c'est quand même très cadré, c'est sur les heures de cours, c'est sur chaque changement de classe, du coup c'est très repérant pour les jeunes. Et il y en a qui savent que leur prise en charge c'est tel jour à telle heure, et si jamais ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a une absence ou quoi, ils savent très bien venir me trouver pour me dire pourquoi j'ai pas de prise en charge là cette semaine, et c'est quand que tu nous mets, et j'aimerais avoir rendez-vous avec il y a une forte mobilisation, une très forte motivation. Oui. Et sur les mercredis matins du raccrochage, j'ai pu constater que c'était pas du tout... En fait, les jeunes perçoivent que ça fait du bien aux autres et que du coup c'est OK et qu'ils ont la chance, ils se disent que en fait, le jour où eux ils iront pas bien, ils pourront aussi peut-être y aller et que en fait c'est une soupape qui est existante, qui est là. Et je pense très sincèrement que quand on est dans un endroit où on sait qu'on va pouvoir aller souffler à un moment donné, peut-être qu'on n'aura jamais besoin d'aller souffler, mais le fait de savoir qu'il y a cette possibilité-là, c'est beaucoup plus serein. Tu as beaucoup parlé de la présence, finalement, de la nature de l'animal, le fait d'être dehors. Oui. Tu peux nous expliquer, à ton avis, qu'est-ce que ça apporte, cette reconnexion au vivant, à la nature. Et à la nature? C'est un constat assez personnel. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup en intérieur, face à des écrans, face à plein de choses qui ne sont pas réelles. Et le fait de se retrouver dans la nature, de respirer, de ralentir le rythme, d'être en interaction avec du vivant. Et de comprendre que notre comportement a forcément un impact sur ce qui nous entoure. Ça les remet au centre d'eux-mêmes. Et je pense que ça manque énormément dans les vies, dans la société qu'on a aujourd'hui, ce retour à la nature et ce bien-être profond. Parce que moi je pense que c'est Mère Nature est la première des belles choses de notre planète, qu'il faut en prendre soin, mais c'est surtout qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'elle peut nous apporter à nous humains. Et de remettre le doigt là-dessus pour les jeunes, je pense que ça leur fait vachement de bien. Ils se plaignent jamais d'avoir froid les mercredis matins, alors qu'il fait très froid parfois à la ferme. Ils se plaignent pas. Alors que je les entends tout le temps se plaindre sur le collège. Quand on est là-bas, c'est très rare d'entendre des plaintes. Comment les autres élèves ou adultes sont informés de ce qui se passe? Je pose la question, j'ai vu une BD par exemple qui était affichée. Alors, sur l'intention, c'est de communiquer dessus? Oui, sur les séances d'équicie, avec l'éducatrice, on a décidé de faire une restitution des séances d'équicie. Alors, équicie, peut-être pour ceux qui connaissent pas. Alors, l'équicie, c'est de la médiation par l'animal, par le cheval. Et justement, l'équicie, ça permet de comprendre ce que nous, on amène
jeune face au cheval qui est un animal extrêmement sensible et qui perçoit beaucoup les émotions. Et du coup, quand on arrive avec beaucoup d'agitation, avec de la colère, avec de la tristesse, en fait, de comprendre et de percevoir, d'analyser en fait le comportement du cheval, encore une fois, ça permet aux jeunes de se recentraliser sur ce que lui il est, sur ce que lui ressent, et ça, de le comprendre que ça va avoir forcément un impact sur la réaction de celui qu'il a en face de lui. Alors là, ça va être le cheval, mais du coup après, moi, comme je suis transversale et que je les vois aussi beaucoup sur le collège, sur les cours de récréation, je peux me permettre d'aller les voir et de leur dire, ça, j'ai vu que tu savais faire en session d'équicie, donc je pense que c'est possible que tu saches le faire ici aussi. Même si c'est un cheval ou un humain, c'est pas ok, c'est pas la même chose. Il n'empêche qu'il a compris qu'il savait faire certaines choses, et juste lui dire qu'en fait c'est possible de le transposer sur un autre milieu, un autre contexte, je pense que ça les aide beaucoup à avancer et à comprendre comment il fonctionne. Oui, du coup je reviens à mon idée de BD qui sert aussi à diffuser. Voilà. Quel message du coup? En fait, c'est ce que leur apportent les séances d'équicie. Comment ils se sont sentis pendant les séances d'équicie, qu'est-ce qu'ils ont vécu et ce que ça leur a apporté. Et du coup, moi j'aime beaucoup le dessin, et ça a été une idée en fait de faire des bandes dessinées, d'une restitution de leur vécu pendant les séances d'équicie. Tu as quelques pépites à nous partager sur les retours d'équicie? Une anecdote en particulier? Si, un élève avec une grosse problématique de violence qui un jour, devant le cheval, a crié et a fait un geste, Le cheval a reculé et en fait il est parti, il lui a tourné le dos et il est parti. Et du coup il est resté pantois en fait, il n'a pas trop compris, mais en même temps il comprenait bien pourquoi le cheval partait, et du coup ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur ce genre d'excès un peu violent, parce que et de lui faire comprendre que oui, quand on déborde comme ça, en fait on n'a pas envie de rester à côté de lui, parce que ça crée de la crainte, quelque chose d'inconfortable, et que parfois on n'a juste pas envie en fait d'avoir des cris, d'entendre crier, et que du coup là le choix du cheval c'est de s'écarter, et que c'est aussi possible de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que si lui il est confronté à des situations où il est pas bien, inconfortable, où il ressent de la violence, il est aussi en droit de pouvoir s'extraire et de ne pas participer à ça. Ouais, en tout cas c'est génial de se rendre compte de ça, et que ces jeunes-là, ces élèves-là, et cette opportunité de reprendre cette bulle d'air, c'est pas pour rien que ça porte son nom sans doute. On voit bien les apports que ça peut avoir en termes de compétences psychosociales, et sur toutes les dimensions. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'aurait pas dit? Parce que moi j'en ai pas la vision. Après, au sein de la bulle d'air, donc il y a quand même une éducatrice ou un éducateur qui coordonne tout ce dispositif. Et je pense que le rôle de cet éducateur aussi auprès des jeunes, en tant que veille, pour voir s'il y a des jeunes qui vont pas bien ou sur des discussions, est un rôle quand même assez primordial, parce qu'il y a la planification des prises en charge, mais il y a aussi tout l'aspect de recevoir et de recueillir la parole du jeune, juste une écoute attentive. En général, il ne se passe pas tellement plus. Par exemple, sur une exclusion de cours, j'ai souvent pour habitude de prendre 5-10 minutes avec le jeune qui s'est fait exclure de cours pour reprendre en fait les faits avec lui. Souvent, ils sont dans l'incompréhension de ce qui s'est passé. En vrai, ils comprennent, mais le fait de le reprendre dans le calme et en essayant de juste leur faire comprendre qu'ils sont au centre en fait de cette sanction, c'est que c'est leur comportement qui amène à ces sanctions-là. C'est pas toujours fluide et c'est pas toujours simple, et il y en a, il va falloir prendre. Ça met beaucoup de temps, mais je pense que déjà juste le fait d'être à leur écoute sur des moments où ils sont mal, juste ça, je pense que c'est bénéfique. Voilà. Pour toi, pour ton développement professionnel, qu'est-ce que ce passage à la bulle d'air, puisque tu y passes aussi, t'apporte? Une grande richesse. Moi, je crois que j'ai appris beaucoup. Déjà sûrement en tant qu'éducatrice, parce que j'ai quand même des grosses journées. Je suis à la Visco, mais je m'occupe aussi beaucoup de la bulle d'air. Ça demande une organisation énorme entre tout. Et en fait, de travailler hors les murs, c'est aussi une bouffée d'air pour l'éducateur, clairement. Ça fait vachement de bien. Et c'est un poste qui est très enrichissant. Quelles sont les compétences que tu as développées
à travers ce poste? Que tu avais peut-être avant, mais que tu as enrichi en tout cas. Que j'avais déjà, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est le travail en équipe. Et le travail pluridisciplinaire, pour moi, je pense que c'est très riche, une grande opportunité de faire avancer les jeunes, communiquer entre professionnels. Et je crois que c'est surtout ça qui est enrichissant. Par rapport à ce que tu disais, que l'institution scolaire est souvent très cloisonnée. Oui. Là, c'est vrai que des dispositifs comme ça nous invitent à ouvrir, à donner de l'oxygène. Après, c'est un vrai travail de terrain et de tout instant. Parce qu'il y a beaucoup de communication, évidemment sur l'équipe Bulder avec les thérapeutes, mais je communique énormément aussi avec les enseignants et les éducateurs référents. Quels sont les retours des familles? On va dire pas trop de retours des familles comme ça. C'est pas quelque chose. Enfin, les gens vont pas le faire instinctivement. Par contre, quand ils viennent sur le collège et que je les croise, j'ai toujours très souvent de très bons retours. Merci de vous occuper de mon enfant, de tenir compte de ses problématiques. Merci beaucoup, ça lui a fait beaucoup de bien ces séances d'équici et j'en ai vu des résultats aussi à la maison. Voilà, du coup, c'est quelque chose que j'essaye vraiment aussi de faire en fin d'année, de reprendre la parole des parents, enfin, des familles, des jeunes, mais parfois aussi de certains référents qui notent aussi des gros changements de jeunes au niveau de la classe et de leur comportement après des passages sur la Bulder. Donc tout ça, j'essaye de le centraliser pour le mettre dans le dossier parce qu'évidemment, il y a des bilans à faire pour le FSE. Oui. Et je trouve que c'est très important de recueillir la parole des gens. Mais merci pour ce que tu fais, ce que tu coordonnes au sein de ce dispositif qui est donc à la fois une remédiation entre le milieu scolaire, le projet de chaque jeune, le milieu professionnel aussi, et en tout cas les perspectives, toutes les compétences psychosociales qui y sont développées. Et tu l'as très bien décrit à quel point la confiance en soi, l'estime de soi avaient toute leur place à l'école et était presque même le socle des apprentissages. C'est primordial. Merci Vassilia. Avec plaisir.